printemps 1680, un petit groupe de cavaliers mené par Vauban fait halte en vue du château de Bazoches. Le roi ne pouvait me faire un plus grand plaisir que de me permettre d'aller 2 mois chez moi. Même si la saison est peu propice à séjourner dans un aussi mauvais pays que le mien, j'aimerais beaucoup mieux y être dans le cœur des plus cruels hivers que de n'y point aller du tout. Le château de Bazoches, c'est, pour le Morvandiau qu'est Vauban, l'accalmie après le fracas des sièges, la sérénité retrouvée. Pourtant, comme à chaque retour sur ces terres morvandelles, il ne peut s'empêcher de repenser à la prise de Maastricht. Maastricht, la place forte soumise en 13 jours, une victoire éclair, un siège modèle et un tournant dans son destin. La guerre, pour Louis XIV, c'est la gloire. Et le roi, qui est le premier des guerriers, je dois rappeler que le premier acte peut-être essentiel du règne, c'est le sacre. Et le premier objet que le roi reçoit, c'est une épée. Et l'épée symbolise tout à fait sa fonction primordiale de roi de guerre. Celui qui verse le sang, qui doit d'ailleurs verser le sang pour ses sujets. C'est un des serments qu'il prête au moment du sacre à Reims. Donc la guerre est vraiment inscrite, je dirais presque génétiquement, dans la formation, dans la définition même du roi. Le roi est un roi de guerre. Louis XIV aime la guerre, mais la faire à la tête des armées serait courir un risque mortel. Le roi recherche donc, parmi les meilleurs, ceux qui vont la conduire. C'est ainsi qu'il choisit Sébastien le prêtre de Vauban. Le jeune ingénieur se coule tout naturellement dans le moule d'un nouveau type de guerre que le roi veut imposer, une sorte de guerre immobile succédant à la périlleuse guerre de mouvement. Et si le chef de l'État tombe à la bataille, c'est tout le royaume qui s'écroule. Donc il y a une espèce de loi définitive sous Louis XIV qui fait que le roi de guerre, et Dieu sait que Louis XIV adore la guerre, ne peut pas être à la tête de l'armée et qui doit subir comme une blessure narcissique le fait qu'un Condé, un Turenne, un Rocroi ou ailleurs lui ravisse la victoire. Turenne est tout à fait dans cette logique de l'ostentation guerrière, aristocratique, où il s'agit de se montrer, d'être au cœur de la bataille, d'afficher ses blessures, d'afficher sa bravoure. Et c'est une guerre offensive, c'est une guerre de bataille, alors que Vauban, c'est une guerre de siège. Et ça n'a rien à voir, le siège et la bataille. La bataille, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'immédiateté, c'est l'instant. Le siège, c'est la durée. C'est donc la technique, c'est donc l'argent, c'est donc le ravitaillement, c'est donc toute une... Ben voilà, c'est l'ingénieur. Vauban, c'est vraiment un technicien de la guerre. Et ce qui est fascinant avec Vauban, c'est que cette technique, c'est au service de l'homme. C'est-à-dire que Vauban n'oublie jamais que la guerre, ça tue. Et donc il est économe, Vauban. Et économe non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de vie humaine. Et ça, c'est assez fascinant de voir cet homme qui est donc aux prises avec la mort, qui tout au long de sa vie va tout tenter pour économiser le prix des hommes. J'aimerais mieux avoir conservé 100 soldats, votre majesté, que d'en avoir ôté 3000 à l'ennemi. 1659, fin de la guerre d'Espagne. Triomphe de Louis XIV, qui obtient plusieurs places fortes possédées par l'Espagne, au nord de la France, et qu'il faudra fortifier pour les conserver. Cette tâche est confiée d'office à Vauban, qui s'y emploie à partir d'un système inventé par Blaise de Pagan. Ce spécialiste en fortification a rédigé un traité qui est le premier à proposer des règles ingénieuses pour le tracé des ouvrages bastionnés. Vauban s'en inspire largement pour constituer ce qu'on appelle le premier système à la Vauban, dont Lille est l'exemple type. La citadelle de Lille est un projet majeur, c'est le premier projet de Vauban. Cette forteresse, la reine des citadelles, a un tracé pentagonal, c'est un pentagone parfait, qui est caractérisé par l'emploi de bastions à chacun des 5 angles du pentagone. Ces bastions sont dits royaux, ça veut dire qu'ils ont des dimensions parfaites, 70 mètres de face, 40 mètres de flanc. Les flancs sont l'emplacement où on met les canons qui servent à tirer pour défendre la face du bastion d'en face. Les canons sont là, tirent ici. Ces bastions
sont reliés par des courtines. La courtine est le mur entre deux bastions, et ce mur de courtine, en son milieu, sont percées les portes. Comme ce mur de courtine serait exposé au tir de plein fouet des batteries d'attaque, puisque lui est perpendiculaire à l'axe de feu de l'ennemi qui le viserait, on a donc placé en avant de la courtine des demi-lunes. Enfin, à l'extérieur de tout ce système caractérisé par l'emploi de bastions, de courtines, de tenailles et de demi-lunes, on a donc une circulation extérieure qu'on appelle le chemin couvert et qui donc permet à l'infanterie de tourner autour de la place forte. Mais ce premier système, à la manière de Pagan, a été rapidement imité. D'où le second système, qui est donc caractérisé par Belfort, qu'on voit ici. Donc la grande idée, innovée à Besançon et reprise à Belfort, c'est l'idée de dire, on a désormais des bastions qui ne sont plus un seul ouvrage, mais qui sont séparés en deux. Donc le gros avantage de ce système, on a une enceinte de combat pour les tirs lointains, et puis une enceinte de sûreté qui ne rentre en jeu qu'au moment de l'assaut. La fortification n'a plus l'aspect dominateur, elle est plutôt rasante. Absolument. Désormais, la fortification, pour résister aux tirs des boulets de l'attaque, doit s'enterrer dans ses fossés. Elle se tapit comme une bête enterrée, et donc ce qui fait que la forteresse est engloutie des 4/5 dans son fossé. Ce système semble donc presque parfait. Pourtant, Vauban n'en restera pas là. Dans la paix revenue, Louis XIV célèbre sa victoire. À Versailles, le château prend forme. Déjà, il sert de cadre à des fêtes nombreuses, tels ces divertissements de l'île enchantée, donnés en l'honneur de la favorite Louise de la Vallière. Si Vauban se rend à Versailles, c'est pour y prendre, lui, les ordres de Colbert, homme froid, le Nord, comme le surnommait Madame de Sévigné, et de Louvois, intransigeant, acide. Les deux ministres mettent sans relâche l'ingénieur du roi au travail. Un travail finalement assez obscur, quasiment anonyme. Voilà un homme dans l'ombre du roi, mais un homme, je dirais, un petit peu dissimulé par le soleil de Louis XIV. Et notez d'ailleurs que sur la Galerie des Glaces, qui est pleine des images du roi de guerre, Vauban n'est jamais montré. Le seul qui est montré, c'est Louis. Or, c'est pas Louis qui mène les sièges. Il peut les ordonner, il peut les commander de loin, de 600 mètres, parce que 600 mètres, c'est la distance du boulet de canon, donc on prend bien garde d'éloigner le camp du roi de ce risque fatal. Mais bon, Vauban est le maître réel du jeu, mais il n'est jamais montré. C'est un des paradoxes justement de ce règne. Tout pour le roi, tout vers le roi, tout centré vers le roi. Cependant, tout dévoué qu'il soit à son roi, Vauban s'intéresse à une foule de sujets éloignés du domaine militaire. Sujets qu'il a rassemblés dans ce qu'il a appelé les oisivetés de Monsieur de Vauban, où rama de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets. Ce ne sont que des pensées ramassées pendant mes voyages, et dans des temps fort éloignés les uns des autres. Vauban est d'une noblesse certes modeste. Qu'un gentilhomme s'adonne à l'écriture, cela fait partie des oisivetés, hein, c'est le contraire du négoce. Donc c'est un des privilèges, on pourrait dire, de la noblesse, que de se consacrer aussi à ce travail d'écriture. La moitié des oisivetés sont consacrées à peu près à des sujets militaires, mais curieusement, il s'est intéressé à la réorganisation de l'armée, ce qui n'était pas du tout de son champ de compétences. Il était responsable des fortifications. Donc pour bien défendre le royaume, non seulement il faut construire des places fortes, mais aussi il faut s'occuper des hommes qui vont le défendre. Donc recruter, habiller, nourrir, soigner, maintenir le moral des troupes, éviter la désertion, font partie aussi de ses préoccupations. Les oisivetés abondent en conseils de tous ordres pour accroître l'enrichissement de la France, tels ceux qui témoignent de son attention portée au développement de la navigation intérieure. Vauban est ingénieur des fortifications, mais comme ingénieur, il est aussi hydraulicien. Pour la défense des places fortes, et notamment des places fortes du Nord, il va emprunter le modèle hollandais. Et donc, il propose des canaux de dérivation qui doivent permettre une meilleure circulation, mais aussi les irrigations nécessaires à l'agriculture. Et la métaphore du sang par rapport au corps humain est appliquée ici à l'ensemble des cours d'eau. C'est-à-dire que le royaume est conçu comme un corps, les cours d'eau sont le sang, et il faut permettre une très bonne circulation, donc que tous ces canaux, toutes ces artères soient reliées les unes aux autres.
Vauban souhaiterait que l'on passe du Rhin à l'Atlantique par les voies navigables. « 1667, le temps des guerres revient. Louis XIV réclame les Pays-Bas, dont vient d'hériter son épouse Marie-Thérèse. Il entre en Flandre avec 35 000 hommes. En 1667, je suivis le roi en Flandre et fis sous ses ordres les sièges de Tournai et de Douai. Et alors c'est un roi glorieux, qui d'ailleurs n'a pas d'épée à la main, mais qui a un simple bâton, et qui, en montrant ce bâton, ordonne le spectacle de la guerre. Alors notez d'ailleurs que la mort n'est jamais montrée. Je vous mets au défi de trouver un tableau du XVIIe siècle qui montre vraiment la cruauté des combats. C'est une mort lointaine, on voit éventuellement quelques chevaux morts, mais le sang ne sera pas montré. L'atrocité réelle du carnage ne sera pas montrée. Voilà, donc vous voyez cette distance. Par contre, le roi en majesté, lui, sera manifestement montré. Et le paradoxe, c'est que les sièges de Vauban apparaissent presque comme des feux d'artifice. On évoquait tout à l'heure la fête de Versailles, des plaisirs de l'île enchantée, et c'est vrai que c'est sidérant. Quand on regarde les représentations des sièges, on a l'impression d'être à Versailles et d'être devant un ballet de Lully, ce qui est absurde évidemment. Le roi, il convoque même la cour à ces sièges. Bien sûr, la cour et la reine, les maîtresses. Voilà, et ce beau monde était tout à fait associé, et Louis XIV d'ailleurs aimait montrer à ses femmes l'excellence de la tenue de ses troupes et l'excellence de la prise de ville rapide, sans problème. Voilà. À Douai, je fus blessé d'un coup de mousquet au visage, qui est la marque que l'on me voit encore. À Lille, le roi me chargea de la principale conduite de cette place, qui fut prise en 9 jours. Louis XIV est si satisfait qu'il gratifie son preneur de ville d'une lieutenance aux gardes et d'une pension de 2400 livres par an. C'est d'ailleurs à cette occasion que le roi lui ordonne de concevoir les plans de la citadelle de Lille, dont il le nommera gouverneur en 1668. « 1668 est l'année d'une paix nouvelle apportée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Pour Vauban, c'est le coup d'envoi d'une vie vagabonde longue de 40 ans. Du nord au midi, de l'est à l'ouest, été comme hiver, promenant une toux tenace, mangeant à la diable, couchant de même, Vauban va par voies et chemins, à cheval, en voiture de poste, ou dans la basterne de son invention, cette chaise à brancard entre lesquelles sont attelées 2 mules. Errant perpétuel, Vauban crée des chantiers, contrôle les travaux, houspille les uns et les autres, envoie des devis, brouillonne des plans. Travaillant sans cesse sous la pression des ministres ou du roi en personne, il arrive tout de même à Vauban de se rebiffer, comme lorsqu'il écrit à Louvois. Je vous supplie de considérer que je n'ai point d'autre gîte que les cabarets qui sont les lieux du monde les plus propres à se ruiner, qu'il m'est dû 6 mois d'appointement, que je n'entends plus parler de ma pension et qu'enfin je sers avec une assiduité d'esclave qui me fait négliger mes propres affaires. Tout a une fin, même la paix. 1672, Louis XIV déclare la guerre aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, qui exercent sur la France tout à la fois un pouvoir d'attraction et de répulsion. C'est la guerre de Hollande. Voilà un tout petit pays, une république de marchands de fromage, comme aurait dit Louis XIV. C'est-à-dire des gens qui sont très peu, 1 million, qui réussissent formidablement bien, notamment sur le plan économique, qui ont vaincu les éléments, puisque ne jamais l'oublier, les Pays-Bas, c'est une lutte contre la mer.
c'est une république en plus calviniste, c'est une république bourgeoise, c'est le contraire même de la société de Louis XIV, qui est aristocratique, qui est royale. Et puis cette république qui finalement, je dirais, taille presque des croupières à Louis XIV, puisque c'est une réussite formidable. Des bateaux qu'on construit très vite, des droits de douane très faibles, et donc un commerce vraiment extraordinaire. Et donc il y a là une sorte d'opposition frontale entre la logique commerciale, économique, sociale, culturelle et religieuse des Provinces-Unies et ce qu'est la France. La guerre de Hollande de 1672, c'est vraiment là carrément une guerre d'agression. C'est Louis XIV qui a décidé de faire la guerre. 1672, c'est l'année que les Provinces-Unies ont baptisé l'année catastrophique. Oui. Ils ont craint tout de même. Ah oui, évidemment, ils ont été à deux doigts d'être complètement écrasés. Et je pense même que c'est peut-être une erreur de Louis XIV d'avoir voulu aller trop loin. Je pense que la capitulation était possible dès les premières victoires, puisque évidemment, face aux armées de Louis XIV, c'est une armée de plus de 200 000 hommes, les Hollandais ne faisaient pas le poids. Les villes hollandaises tombent comme des mouches, une quarantaine, dont 22 places fortes. Génial fortificateur, Vauban est aussi un génial preneur de place. On a dit qu'il avait mis au point une sorte de rituel pour attaquer et prendre les villes. Absolument. C'est un rituel qui, effectivement, est inventé par Vauban. C'est lieu commun, ville assiégée par Vauban, ville prise, ville défendue par Vauban, ville imprenable, mais aussi brûlons plus de poudre, versons moins de sang, la sueur épargne le sang. Et donc, c'est le triomphe de la méthode, la pensée de Descartes transmise dans la guerre. Le siège, désormais, est une opération qui se déroule à huis clos, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, qui nous rappelle aussi la tragédie classique de Corneille. Un siège, c'est d'abord le blocus d'une place forte. Une armée en campagne enveloppe une place forte. À 2000 mètres autour de la place forte, on va créer une palissade continue avec un fossé qui va isoler la place forte du monde extérieur. À la romaine ? À la romaine, comme César à Alésia. Vous voyez ces tranchées qui sont créées, comme il le montre dans son traité de l'attaque des places, où ils font toujours des tranchées creusées pendant la nuit avec des sapeurs, 4 sapeurs, qui jettent toujours les terres dans des gabions, dans ces grands paniers d'osier, protégés par un mantelet, ce grand bouclier de bois, et avec ces fascines, ces fagots de branchage sur le dessus, qui protègent la place forte. La première invention de Vauban, c'est de dire que les différentes tranchées d'attaque, tranchées qui sont toujours creusées en zigzag, pour ne jamais être dans l'enfilade des tirs de la défense. Et la grande idée de Vauban, ça va être de relier ces tranchées par une tranchée parallèle. Et dans cette tranchée parallèle, je peux donc relier les différentes tranchées qui montent à l'assaut. Et donc, on va faire une première parallèle à 600 mètres, une deuxième parallèle à 300 mètres, et la dernière parallèle immédiatement au contact du chemin couvert, qui permettra donc de conquérir ce chemin couvert et de mener l'assaut dans le fossé. Et donc, c'est ce qui va être appliqué désormais systématiquement, cette progression des parallèles immuables qui, en remuant de la terre toutes les nuits, va permettre de faire tomber la place forte comme un fruit mûr. Toute ville est donc imprenable. Vauban lui-même n'en est pas si sûr. La preuve, il conçoit un troisième système de défense à Neubrisach. Puisque le problème de l'assaillant, pour qu'il arrive à prendre une place forte, il faut qu'il fasse la brèche dans la maçonnerie. Pour faire la brèche, il lui faut 1000 coups de canon, ce qui est un coût absolument prohibitif pour un assaillant. Puis, faire la brèche dans le réduit de 2001, 2000 coups de canon. À ce moment-là, faire la brèche dans la contre-garde du bastion, 3000 coups de canon. Et seulement à ce moment-là, il pourra commencer à s'attaquer à l'enceinte de sûreté, qui sera restée intacte avec toute son artillerie jusqu'au moment de l'assaut. Donc vous voyez, c'est 4000 coups de canon désormais, et non plus 1000, qu'il faut pour arriver à prendre une place forte. Et donc vous le voyez, en démultipliant les ouvrages extérieurs, il n'affaiblit pas la défense, mais il disproportionne les forces de l'assaillant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il va pouvoir programmer à l'avance la durée du siège, ce qui lui permet donc de planifier, et c'est en ça que Vauban est l'inventeur de la statistique, c'est que désormais, il sait désormais qu'avec une place
à 5 bastions, c'est 36 jours de tranchée ouverte. Avec une place à 6 bastions, c'est 42 jours. 48 jours avec une place à 7 bastions. Et donc, puisqu'il peut programmer à l'avance, il peut anticiper sur les fourrages, les poudres, les outils dont il a besoin. Et c'est évidemment la grande leçon du siège, c'est que désormais, plus aucune place n'est imprenable. 12 juin 1672, au gué de Tolhuis, les armées royales passent le Rhin et foncent sur Amsterdam. Mais les Hollandais ouvrent leurs écluses, tout l'ouest encore libre et submergé. Les Hollandais ont ouvert les digues et finalement ils se sont servis de cette mer qui était leur matrice. Et donc ils ont capturé ces éléments pour en faire une armée liquide contre l'armée du roi. Et comme vous savez, Amsterdam est devenu une île du Zuiderzee. Et donc Louis XIV a dû retirer ses troupes. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que évidemment ça a inquiété toute l'Europe. Et que toute l'Europe s'est coalisée contre Louis XIV. Et donc à partir de là, ce qui était prévu une guerre courte, c'est-à-dire une guerre de 3 mois, est devenu une guerre longue, presque une guerre d'usure, la guerre de Hollande qui a duré 6 ans. Et je peux dire que la date de rupture du règne de Louis XIV, c'est 1672. C'est-à-dire que là, on quitte la gloire pour se heurter, je dirais, au règne réel, c'est-à-dire justement la guerre longue, les prélèvements, l'impôt, le mécontentement qui évidemment ne va faire que s'accentuer, et donc évidemment les difficultés de la seconde partie du règne. Ça commence presque avec la guerre de Hollande. Les armées prennent leur quartier d'hiver. Dès le printemps 73, Vauban, avec le roi et Louvois, prépare la prochaine campagne qui commencera triomphalement par la prise de Maastricht. Maastricht a été pris en 14 jours avec très peu de pertes humaines, sauf D'Artagnan, le fameux D'Artagnan qui est mort à Maastricht. Et Vauban a économisé beaucoup la vie de ses hommes. Et donc Louis XIV lui a accordé une subvention de 80 000 livres. Et aussitôt, Vauban a pu réaliser son rêve, qui était d'une part de reconstituer le douaire de sa grand-mère qui avait été dépossédée des biens de Bazoches, c'est-à-dire d'une part le château de Vauban, et d'autre part le château de Bazoches où il a fait de nombreux aménagements. Si on met peut-être bout à bout les journées, les semaines ou les mois qu'il a passé ici, on arrive seulement à quelques années. Mais disons que dès qu'il était ici, il travaillait avec ses ingénieurs, ses architectes, ses dessinateurs. Et c'est ici qu'ont été pensées, concoctées, mis au propre une foultitude d'études sur, bien sûr, les fortifications, sur ses oisivetés. Et puis vous avez le petit bureau du maréchal, qui est certainement la chose la plus charmante de la maison, qui correspond à la mentalité de Vauban. Vous savez, Vauban, dans ce siècle de courtisans qui était le XVIIe siècle, était le contraire d'un courtisan. C'était quelqu'un de très simple, de très proche de ses hommes et très authentique. Donc ce petit bureau lui ressemble. Tout tourne autour de cette galerie que nous avons constituée, non pas dans sa décoration, bien sûr, mais dans sa dimension initiale. On peut, avec un peu d'imagination, se représenter ce que devait être l'activité qui devait régner dans cette pièce avec les dessinateurs, les architectes, les ingénieurs, les plans de toutes sortes. Ça devait être une ruche. Ça a été un peu le centre stratégique, c'était le PC de Vauban, indéniablement. Après la victoire de Maastricht, Vauban obtient un congé bien mérité qui lui permet de revoir une épouse qu'il ne voit guère. Précieuse épouse qui, pendant ses absences, se préoccupe d'agrandir leur domaine morvandiaux, achetant des arpents de terre à Épiry, où elle a vu le jour, ou de la vigne à Pierrepertuis, et, partout où c'est possible, des bois. Elle sait que son époux aime accourir les forêts, de préférence du côté de Saint-Léger de Foucheray, le village où il est né en mai 1633. Le soir, dans son bureau, les hautes futaies visitées lui inspireront un nouveau mémoire de ses oisivetés. Il a une démarche, on pourrait dire, scientifique. Son raisonnement principal est qu'on ne doit pas sacrifier pour des intérêts immédiats, des intérêts à long terme. Vauban rappelle souvent aux politiques que les décisions doivent être conçues sur le long terme.
Pour la culture des forêts, c'est manifeste parce qu'il y a une recommandation qui est en fait que les meilleurs bois sont donnés par les bois de futaie. Mais les bois de futaie exigent qu'un père plante pour les générations futures. Donc il y a un parallèle à faire dans la culture des forêts et la politique. Ils considèrent que des propriétaires privés peuvent laisser une partie de leur forêt en taillis pour avoir une récolte rapide, mais qu'au moins la moitié doit être laissée en futaie. C'est bon, la politique du bon père de famille, c'est exactement la même chose pour le roi. La guerre reprend, fatalement. La guerre a pour père l'intérêt, pour mère l'ambition, pour proches parents toutes les passions qui induisent au mal. Une fois de plus, Vauban est obligé de quitter son cher Morvan. Mais pourquoi donc prendre tant de villes? Pourquoi cette frontière découpée comme une dentelle, ces places en territoire étranger? Il écrit à Louvois. Je ne suis point pour le grand nombre de places. Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Cette confusion de places amies et ennemies, pêle-mêlée, ne me plaît point. Alors ça c'est très important, cette notion de précaré. Finalement Louis XIV c'est un paysan, ça paraît un paradoxe de dire ça, mais oui un paysan mais dont le champ serait le royaume. Et donc un paysan a besoin de borner son champ. Et donc je pense que Louis XIV, roi de guerre, c'est ce paysan guerrier qui transforme Vauban en borneur de son champ territoire qui serait le royaume. Et c'est vrai que si on regarde la carte de France, on a ce travail de Vauban. Et Vauban ne cesse pas de circuler justement dans cette protection maritime, terrestre, montagnarde du royaume champ du roi, si je puis dire. Voilà. Oui, le roi c'est un terrien. C'est un terrien. D'où d'ailleurs la difficulté de la guerre navale, d'où le fait que c'est vrai que, bon, par exemple, je pense à la Bretagne, son économie a été vraiment cassée d'une certaine façon par Louis XIV, parce que la Bretagne a été intégrée dans le projet terrien du roi. Or, la Bretagne avait une projection presque hollandaise vers justement la mer, vers l'extérieur. Or, la France, c'est un pays, voilà, un pays un peu renfermé dans ses frontières, et l'obsession de Vauban, l'obsession du roi, c'est la frontière. Vauban est au sommet de son art, plus preneur de ville que jamais. Besançon, Dole, Valenciennes, Gand, Ypres, autant de succès qui signent pour les ennemis coalisés l'obligation de reconnaître leur défaite au traité de Nimègue en 1678 et 79. La frontière du Nord est devenue quasi continue et cohérente, réalisant à peu près le précaré tant souhaité par Vauban. Seulement, ce précaré, comment en accroître la richesse pour augmenter le mieux-être de ses contemporains, constant souci de Vauban? Son originalité, me semble-t-il, c'est qu'il sort du domaine de la mécanique, qu'il sort du domaine réservé à l'ingénieur pour l'appliquer aux politiques, pour l'appliquer au social, pour l'appliquer à l'économie. Ce qui signifie qu'en économie notamment, il va avoir une idée de la circulation de la monnaie et il va défendre la consommation comme un mode d'enrichissement. C'est-à-dire il va y avoir, si le roi investit dans des grands travaux, les ouvriers qu'il va payer vont consommer et cette consommation va alimenter le circuit économique. Et c'est le modèle de la machine qui est appliqué à l'économie. Comme beaucoup de ses contemporains, il considère que la puissance d'un État se mesure au nombre des sujets. Donc Vauban considère que le premier souci du roi, c'est de protéger ses sujets
et d'aider en fait à l'expansion, à l'accroissement numérique des sujets. Donc il a des propositions assez saugrenues pour nous parfois, qui sont des mesures pour favoriser la natalité. Bon, comme certains de ses contemporains, par exemple, il veut l'extinction des moines qu'il considère comme stériles et donc inutiles au pays. Les célibataires aussi doivent être pénalisés, les couples qui n'ont pas d'enfants doivent l'être aussi. Donc c'est vraiment un interventionniste dans la vie privée, puisque l'objectif numéro 1, c'est d'accroître la population. Le roi de France est l'arbitre de l'Europe. Il célèbre ses victoires à Versailles. Madame de Sévigné exulte. Magnificence, illumination, habits rebrochés d'or, pierreries, flambeaux, brasiers de fleurs et de feu, toute la France. Les fêtes se succèdent. Opéra de Lully, promenade en gondole sur le Grand Canal, comédie de Molière, grandes eaux, feux d'artifice et la nouvelle favorite, Madame de Montespan. Vauban, lui, est loin des fanfares. Commissaire général des fortifications en 1678, il a la confiance du roi pour défendre le domaine terrestre et les places côtières. On le voit partout, à Brest, à Toulon, à Bayonne, à Blaye, à Saint-Martin-de-Ré. C'est absolument gigantesque. 150 places créées, 33 places neuves, dont 9 villes créées ex nihilo. C'est effectivement une quantité énorme et avec une obligation de rationaliser la pensée de l'architecture. Donc il va être obligé effectivement d'imposer les standards, les plans types pour pouvoir gérer à distance, programmer les coûts d'investissement à l'avance, parce qu'il ne peut évidemment se déplacer malgré l'énorme quantité de kilomètres qu'il avale chaque année, hein, puisqu'il en est à une moyenne d'à peu près 2000 km par an, ce qui est considérable pour l'époque. Il ne peut pas être partout à la fois. Donc il standardise et il impose des normes, des portefeuilles de casernement, où il arrive à moduler la construction pour une tour, pour un bastion, pour une caserne, pour une porte, qui lui permet effectivement, sans pouvoir être partout à la fois, de planifier. Les victoires ont tourné la tête au roi, qui veut étendre davantage son précaré. Grave imprudence. L'Europe se ligue pour lui faire face. C'est de nouveau la guerre, dite de la Ligue d'Augsbourg, qui éclate en 1688 avec de forts relents de guerre de religion liés à la révocation de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes a marqué la fin des guerres de religion en 1598 et a donné donc aux protestants une certaine liberté, parce que là aussi on a exagéré. C'est pas égalité catholique-protestant, hein, c'est l'Église catholique en premier. Les protestants ont quelques plages, je dirais, de liberté. Et une liberté essentielle, la liberté de conscience. Et après tout, c'est une conquête formidable de séparer le politique et le religieux. On n'en est pas là encore dans certains pays aujourd'hui. Or, c'est ça qu'a fait Henri IV, séparer le sujet du croyant. Faire que le croyant sera libre de sa foi, alors que le sujet doit obéir au roi. Et c'est ça que Louis XIV casse finalement, puisque désormais, à partir de 1685, on doit être catholique, sinon on doit partir. Et les dragonnades, c'est convertir de force les protestants. C'est installer des dragons chez les protestants, et donc ils vivent sur l'habitant. Alors ça a été dramatique, évidemment, pour les protestants. On a des témoignages de journaux de protestants épouvantés, et paradoxalement, d'ailleurs, qui ne se révoltent pas
qui disent c'est un châtiment de Dieu, peut-être que nous avons péché. Et ça, c'est très étonnant, cette espèce de victimisation de groupes qui sont vraiment des victimes, des minorités, et qui n'en profitent pas pour se révolter avec violence. Et c'est là que Vauban intervient, puisque ces protestants qui quittent le royaume sont une partie de l'élite du dit royaume. Beaucoup de protestants sont dans les métiers les plus innovants du temps, dans le métal, dans le textile, dans le commerce. Beaucoup sont lettrés, intellectuels, et ceux-là s'en vont. Berlin, par exemple, ne pourrait pas se comprendre sans l'afflux du sang protestant, et qui vont faire la Prusse finalement, qui vont en tout cas participer à la naissance de la Prusse en 1701. Donc c'est vrai que pour le royaume, ça a été un problème économique. Vauban a écrit un mémoire extrêmement précis, pointu, où il explique toutes les conséquences, notamment économiques, fiscales, de cette fuite contrainte des protestants. Le mémoire sur le rappel des Huguenots, transmis à Louvois en 1689, n'a pas été lu par le roi. La nouvelle favorite, Madame de Maintenon, sympathisante huguenote jadis, a jugé prudent de prier Racine d'inciter son ami Vauban à ne plus intervenir en faveur des protestants. Rien de surprenant à cela, le mémoire de Vauban est une véritable mise en demeure au roi pour qu'il revienne sur sa décision. Les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance. Le roi n'a écouté personne. Ses armées ont maintenant devant elles toutes les forces de l'Europe, grossies des protestants exilés. Vauban accepte le commandement de la Basse-Flandre, une terre de malheur où, à sillonner les marais, il attrape les fièvres. Il tombe malade, gravement. On craint pour sa vie. Fagon, le médecin du roi, est impuissant à le guérir. Alors Vauban décide de retourner à Bazoches. S'il doit guérir, ce ne pourra être qu'ici, dans son Morvan natal. Lentement, la grande maladie s'éloigne. Les forces lui reviennent, et avec ces forces nouvelles, l'envie de revisiter ses terres, de parler avec ses paysans, de ce qui va, et surtout de ce qui ne va pas. Ces échanges nourriront un mémoire capital des oisivetés, la description géographique de l'élection de Vézelay, la circonscription administrative où se trouvent ses propriétés. Car l'État doit avoir les moyens de connaître en fait le royaume, connaître la population par les dénombrements, mais connaître aussi les ressources du royaume. Ceci est possible au moyen de description, c'est-à-dire on pourrait dire d'inventaire des richesses, de présentation du relief, du climat, de la nature des hommes aussi, ça c'est la particularité, et de l'ensemble des ressources sur lesquelles le roi pourrait compter et pourrait intervenir pour améliorer les productions de manière générale. On est vraiment là dans une pensée de type administratif. Le royaume est en cours d'inventaire, pourrait-on dire, par les cartes et par les descriptions. En plus de ces inventaires, Vauban décrit minutieusement la vie des petites gens, reprenant presque mot pour mot le texte de son ami La Bruyère. L'on voit certains animaux farouches répandus par la campagne, attachés à la terre qu'ils fouillent. Ils ont comme une voix articulée. Et quand ils se lèvent, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Vauban ne se contente pas de décrire, il réfléchit également à un moyen pour que les miséreux se nourrissent mieux. Il pense aux cochons. Après Silsec, il n'y a qu'un port de dénombré pour 479 habitants. Et le reste des paroisses est à l'avenant.
il entreprend immédiatement la rédaction d'un mémoire dont le titre a quelque chose d'inattendu. La cochonnerie, ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant 10 années de temps. C'est un thème récurrent au XVIIe siècle, que la consommation de porc assurerait aussi une forme d'autonomie pour des paysans. Chaque famille de paysans pouvant faire un élevage de porcs, de 1 ou 2 porcs, sans grand dommage. Donc Vauban y voit une solution facile pour lutter contre des formes de disette ou les flambées des prix des grains. Comme il calcule tout, il essaie de voir si la production d'une truie est aussi mirifique qu'il le pense. C'est une solution pratique pour nourrir la population française, et notamment la population paysanne. Ben voilà, ayez des cochons chez vous et les cochons se multiplieront comme des cochons. Et donc très vite, bon, c'est un peu utopique, c'est un calcul mathématique, mais qui est fascinant parce que justement là on voit très concrètement Vauban essayer de trouver des solutions très concrètes, très pragmatiques à cette misère qu'il voit tout au long de ses voyages dans toute la France. « 1692, Vauban se trouve devant Namur pour un siège qui sera le dernier auquel assistera Louis XIV, pris par les jambes. Après la victoire, resté pour mettre la ville en état de défense, Vauban écrit au roi. « Je conduirai cela de mon mieux. Et j'ose espérer que, mort ou vif, votre Majesté sera contente de moi. » À quoi le roi répond « Il est assuré que je serai content de vous. Je souhaite que ce soit vif et longtemps encore. » La guerre de la Ligue d'Augsbourg traîne en longueur. Vauban multiplie les mémoires pacifistes à l'adresse du roi. Projet en faveur d'un traité de paix. Place dont le roi pourrait se défaire en faveur d'un traité de paix. Mais les années 93-94 comptent parmi les plus noires du règne. Froidure affreuse, récolte gelée, famine et des finances exsangues. Le roi donne son accord à un impôt dit de capitation, c'est-à-dire par tête. À mesure que les guerres avancent, à mesure que le prix de la guerre est de plus en plus fort, à mesure où le budget est de plus en plus déséquilibré, il faut ajouter des impôts aux impôts traditionnels. Alors à la taille s'ajoutent d'autres impôts, par exemple la capitation, en 1695, au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Vauban y a participé à cette réflexion sur l'impôt, parce que ce qui a frappé Vauban, c'est l'inégalité de l'impôt. C'est le paysan qui paye relativement le plus cher, or c'est le paysan le plus pauvre, et donc il y a là une sorte de contraste, de disharmonie sociale scandaleuse. Et donc Vauban a toujours défendu l'idée d'un impôt égal, que tout le monde paye, y compris les hommes d'église, y compris les seigneurs. Vauban voudrait dire au roi la sincérité de ce qu'il pense, voilà du royaume réel. C'est-à-dire que j'ai vu en Bretagne, j'ai vu dans le Roussillon, tel village complètement désargenté, à bout, proche de la famine, il faut absolument faire quelque chose. Je pense que ce genre de... Bon, il l'a sûrement dit avec quelques précautions, mais je pense que Vauban est cet homme-là. C'est le conseiller du roi, et au-delà même de l'ingénieur, l'homme qui voudrait instiller au roi, je dirais, une humanité plus forte que celle que les courtisans lui prêtent. Je ne sais pas si Vauban aspirait à être maréchal, si, sûrement. Il ne nous l'a pas demandé. C'est venu effectivement sur le tard, mais c'est venu. Je pense que le roi a toujours gardé vis-à-vis de Vauban de l'estime, de la reconnaissance, et peut-être même qu'au fond de lui, il a tout à fait compris les critiques de Vauban, même s'il n'a pas pu l'assumer et le dire en tant que roi. C'était un vieux maréchal, il avait plus de 70 ans. La guerre de succession d'Espagne a mené de jeunes généraux qui voulaient se faire un nom, et la méthode de Vauban n'était plus prisée. On considérait que c'était un vieil homme, un peu trop prudent. Donc Vauban avait été écarté, on pourrait dire. Il n'était plus dans le cercle étroit autour du roi.
Paraît qu'on se dispose à faire le siège de Landau sans moi. Je vous avoue que cela me fait de la peine. Vauban partage maintenant son temps entre Bazoches et un hôtel particulier, quartier Saint-Roch à Paris. Elle prétend aussi avoir eu un enfant de moi, et que j'ai... et que j'ai lieu d'en douter, et aussi de bien d'autres. Je ne veux pas hasarder le salut de mon âme pour cela. Aussi, je vous prie de lui donner 2000 livres. 2000 livres à une pauvre petite dame irlandaise, mais à l'égard d'autres femmes avec qui il a eu commerce, Vauban fait preuve d'une égale générosité. Personne ne pourra m'accuser d'indélicatesse, songe-t-il, en dictant à Friant, son fidèle secrétaire, ses dispositions de son testament. À Bazoches, Madame Vauban décède le 18 juin 1705. Ses obsèques ont lieu dès le lendemain, car la saison chaude abîme très vite les corps et la diligence de Vauban arrive trop tard de Paris. De retour à Paris, contrarié par l'impôt de capitation déjà tombé dans l'oubli, Vauban reprend contact avec un certain abbé Ragot, connu à Tournai. Les deux hommes partagent l'idée que la ponction fiscale est devenue intolérable, qu'il est urgent de modifier le prélèvement de l'impôt. C'est alors qu'ils envisagent de faire adopter un impôt unique, auquel ils donnent le nom de dîme royale. Il a fait des études sur le territoire qu'il connaissait le mieux, la Bourgogne, sa Bourgogne, et il a montré qu'il y a une sorte d'état de cessation de paiement, enfin de nombreux villages, et que donc là, l'état royal va à sa perte. Et c'est ça le sens de sa réflexion. C'est pas tant une critique, c'est le fait qu'il est tout à fait désolé de voir que la société ne peut plus fonctionner correctement, parce que le poids de l'impôt a créé une situation devenue intolérable. D'où la nécessité d'une réforme. D'où son livre La dîme royale, évidemment, c'est-à-dire un impôt qui ferait table rase de tous les impôts accumulés que j'évoquais précédemment et qui ne le remplacerait que par un seul droit pesant sur tous et en fonction de sa richesse réelle. Tout le monde devra participer, nobles y compris. Donc la dîme royale a toute une partie pour essayer de convaincre la noblesse qu'elle a tout intérêt à ce prélèvement à la source qui sera moins important pour elle que l'impôt sur la consommation, puisque les grands consommateurs ce sont les nobles et la fiscalité indirecte, les taxes sur les dentelles, les taxes sur les boissons frappent surtout les consommateurs, c'est-à-dire les nobles. L'établissement de la dîme royale me paraît le moyen le mieux proportionné de tous. C'est le système le moins susceptible de corruption parce qu'il n'est soumis qu'à son tarif et nullement à l'arbitrage des hommes. Et c'est là qu'il y a l'émergence vraiment d'une idée d'État. En ce sens-là, il est républicain. Il y a une chose publique, il y a un intérêt collectif au-dessus de l'intérêt des hommes. Et c'est vrai pour le roi, c'est vrai pour les nobles. Donc, pour faire vivre l'État, chacun doit contribuer à sa façon. Les nobles ont des privilèges et ont des droits. Pour Vauban, il est logique qu'il participe aussi au financement du fonctionnement de l'État. La dîme royale commence très vite d'être distribuée aux amis. Le livre de la dîme royale a fait si grand bruit à Paris et à la cour qu'on en a fait défendre la lecture par un arrêt du Conseil. Cet arrêt du 14 février 1707 n'inquiète pas l'auteur outre mesure. L'arrêt n'a fait qu'exciter la curiosité, si bien que si j'en avais un millier, il ne m'en resterait pas un en 4 jours. Pourtant, dans l'entourage du roi, cette curiosité se transforme rapidement en hostilité. Un second arrêt suit, le 14 mars. Le chancelier Pontchartrain exige la mise au pilon de tous les exemplaires. Le lieutenant d'Argenson lance ses policiers à la chasse aux livres interdits. Interrogé, le valet de Vauban déclare: Sur les 4h30 du soir, le maréchal a été averti que l'on faisait rechercher la dîme royale.
Il donna alors ordre d'aller retirer les exemplaires qui se trouvaient chez la relieuse. Toute cet après-midi, le dit maréchal apparut fort chagrin que l'on faisait chercher son livre. Sur le soir, la fièvre l'a pris et il s'est mis au lit. La fluxion du maréchal se transforme en congestion pulmonaire. La toux lui déchire les bronches. Il crache le sang.